Merci à tous d'être présents à cette dernière conférence de la journée. Avec Vincent, nous allons vous parler de comment déployer vos applications Function as a Service avec Serverless Framework. Et on va faire plus qu'en parler, parce qu'on va vous montrer des démos. Donc je m'appelle Mathieu, je suis Cloud Native Developer chez WeScale à Nantes. Donc on est 8 à Nantes, on a une quarantaine de collègues à Paris. Et donc Vincent, moi je suis Cloud Builder, je travaille plutôt côté infra sur des déploiements applicatifs, principalement sur AWS, et puis je travaille beaucoup avec les produits HashiCorp aussi, dans le cadre de notre partenariat avec HashiCorp. Donc au menu aujourd'hui, comme le titre l'indique, on va parler serverless. Mais serverless, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, serverless c'est un concept, c'est pas de serveur, ça vous l'aurez compris, on fait souvent la blague. Bon, en vrai, c'est pas de serveur à gérer nous-mêmes. C'est centré sur le code, c'est centré sur la valeur qu'on veut apporter et qu'on veut déployer. On a plusieurs types d'offres, on a catégorisé en deux types, les containers as a service et ce qu'on va vous parler aujourd'hui, les functions as a service ou FaaS. Mais si vous tapez serverless dans un moteur de recherche, vous allez peut-être tomber aussi sur la société qui s'appelle serverless. Serverless Incorporated, qui va vous offrir des fonctionnalités payantes, de la gestion de CI/CD, de la gestion de secrets, qui va vous offrir d'autres produits autour de serverless, qui s'appellent serverless cloud, serverless console. Et en fait, c'est eux qui éditent le framework qui s'appelle serverless. Donc voilà, ça fait beaucoup de serverless. Ce framework, dont on va vous faire la démonstration ce soir, va apporter des fonctionnalités de gestion de vos applications Function as a Service chez différents cloud providers. Ses caractéristiques principales, c'est que c'est open source, donc sous licence MIT, et c'est développé en Node.js. Rapidement, le schéma de fonctionnement avant de passer à la démo, c'est ça. C'est-à-dire que sur votre gauche, vous avez le début, c'est-à-dire qu'il faut commencer par du code source et un fichier YAML, parce que le YAML c'est à la mode. Un YAML spécifique à ce framework, on va vous le montrer tout à l'heure. À partir de ces deux inputs, vous allez taper votre ligne de commande SLS package. Ça va vous produire deux livrables, on va dire. Un package applicatif qui contient votre code source zippé, ni plus ni moins, et un template d'infrastructure as code, c'est-à-dire de description de comment on va déployer ça. Et cette description va être spécifique au cloud provider cible. Ensuite, deuxième commande principale, SLS deploy, où là, vous allez envoyer ces deux objets dans le cloud cible que vous aurez défini dans votre YAML au départ. Donc là, on vous a mis 3 logos. Normalement, si vous connaissez un peu les Cloud Functions, vous en reconnaissez au moins un sur 3. Donc c'est les Cloud Functions de chez Google, les Azure Functions de chez Microsoft et les Lambda de chez Amazon. Donc pour cette première démo, je laisse la parole à Vincent. Yes, merci. Donc là, on va, comme je vous l'ai dit, moi je travaille beaucoup sur AWS, donc là on va déployer des fonctions lambda, enfin une fonction lambda de démo sur AWS. Et ce qu'elle va faire cette fonction, c'est qu'elle va se déclencher quand on va uploader un fichier, un objet dans un bucket S3, tout simplement. Hop. Alors je vais ouvrir le petit VS Code avec le projet, c'est assez gros. Peut-être zoomer un tout petit peu en plus. Voilà. Donc l'idée de ce projet, là on va regarder la première partie sur S3. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans notre dossier? On va retrouver le code source de ma lambda, que j'ai développé en Python. On va retrouver mon fichier requirements.txt. Donc là, pour la démo, ce que je fais, c'est que j'embarque une librairie qui s'appelle Python JSON Logger, qui va m'aider à écrire les logs de lambda au format JSON, pour qu'il soit plus facilement exploitable dans CloudWatch. Donc mon code, je passe rapidement. J'ai un petit peu de code pour hooker le Python JSON Logger comme il faut. Et derrière, j'ai cette méthode onFileCreated que je veux déclencher dans ma lambda à chaque fois qu'il y a un fichier, un objet qui est créé dans S3. Je ne sais pas si vous avez déjà créé des lambdas avec des outils comme Terraform ou avec du CloudFormation, des choses comme ça. Là où c'est un petit peu galère, c'est que ce code-là, il va falloir le packager comme il faut, il va falloir l'uploader dans un bucket qu'on aura créé préalablement. Ensuite, il va faire les bons liens, etc. C'est un petit peu galère et c'est là que Serverless Framework va être intéressant.
parce que tout va se passer dans un seul alors descripteur, encore du YAML, on aime ça. Donc l'idée c'est que c'est un descripteur custom dans lequel on va définir, bon, je vous passe le début, un ensemble de plugins, je présenterai plus de plugins plus tard, mais on a surtout celui avec Python qui va permettre à Serverless Framework de faire le packaging de ma lambda en incluant les dépendances Python. Je n'ai pas besoin de les installer moi-même au préalable. Ensuite, on trouve des configurations qui vont être spécifiques à notre provider. Donc là, ça va être AWS. On a la notion de stage. Donc là, je vais dire que je déploie en dev. La région AWS dans laquelle je vais déployer. Quelques tags. Donc là, sur la partie tags, ce qui est intéressant par rapport à du CloudFormation, c'est qu'on va pouvoir mutualiser des tags. On va avoir des tags spécifiques à la stack, mais aussi à toutes les lambdas. Pareil pour ce qui va être runtime, memory size. Tout ça, ça va être des paramètres par défaut qu'on va pouvoir réécrire pour chaque fonction en dessous, le timeout. Log retention in days, pareil, ça c'est un truc intéressant, c'est que souvent ce qu'on oublie quand on déploie notre lambda, c'est de créer les bons log groups avant, ce qui fait qu'ils sont créés avec une durée de vie limitée, ce qui n'est pas très pratique. Là pareil, Serverless Framework va anticiper, va les créer pour nous. On va aussi définir le rôle IAM qu'on va vouloir associer à notre fonction. Donc là, je l'autorise à lister les buckets et puis à récupérer un objet dans S3, dans mon bucket. Et ce qu'on voit, c'est que là, je retrouve un peu de code CloudFormation, parce que comme l'a montré Mathieu, quand on va faire le SLS package, on va packager notre appli et on va générer un descripteur de déploiement qui sera en fait un descripteur CloudFormation. Et donc, on a un petit peu en dessous une rubrique Resources où on va pouvoir mettre du code CloudFormation standard, pour ceux qui connaissent. Donc là, c'est là que je crée mon bucket avec son petit nom, etc. Et en fait, ce qu'on va créer ici, on peut le référencer avec de la syntaxe CloudFormation ailleurs dans le YAML spécifique à Serverless Framework. Donc ça va être assez extensible, on va pouvoir utiliser pas mal de choses. Donc là, je récupère, pour créer ma policy IAM, l'ARN de mon bucket en faisant un get att, et puis un petit sub pour réussir à rajouter le slash étoile derrière. Donc j'ai mon bucket, et enfin en bas on va retrouver ma fonction que j'ai appelée onFileCreated. Le handler, c'est ma méthode onFileCreated dans mon code source. Je lui mets une petite description, son timeout, et je vais spécifier les events auxquels elle va réagir. Et donc là ça va être je vais lui demander dès que le bucket, dès qu'il y a un fichier, enfin un event object created dans ce bucket là, je veux que la lambda soit déclenchée, et donc Serverless va ajouter les triggers qui vont bien pour que ça fonctionne. Le déploiement, comment est-ce que ça va se passer? Alors là, je vais faire un SLS deploy directement, il va me faire le package tout seul, et je passe par make parce que je suis un peu flemmard. Donc on voit que là, je fais directement un SLS deploy -stage dev. Donc il m'a récupéré les requirements. Il a viré, je l'ai passé, mais j'ai exclu certains répertoires pour pas qu'il m'embarque certaines choses. Il crée la stack CloudFormation, et là on a le déploiement des ressources qui est in progress. Donc à côté, ici, si je rafraîchis, j'ai une stack qui doit être en cours de création. Donc la création est en cours. C'est terminé. Et donc si on regarde ce que m'a créé Serverless Framework, non, c'est la première étape, il le fait en 2 étapes. La première, en fait, il m'a créé le bucket qui va servir à uploader le code source de ma fonction. Il a mis une bucket policy dessus. Et normalement, voilà, là il fait l'update après pour uploader la lambda et créer mon bucket. Ça prend quelques secondes. Voilà, donc le bucket est créé. Alors là, on voit qu'il crée une lambda. Elle est où? Elle n'est pas encore créée, mais il a créé un rôle. En fait, il va me créer une lambda supplémentaire, parce qu'il y a un problème avec AWS. C'est que c'est un peu galère de rattacher un événement sur un bucket existant
avec une lambda. Il y a plein de petits edge cases comme ça avec AWS, et pour ça, Serverless Framework qui va rajouter un petit peu de glue avec des custom ressources CloudFormation pour faire le lien via du code qui va injecter pour que ça fonctionne direct et que j'ai pas à me prendre la tête. Et enfin, il passe à la création de ma lambda ici. Beaucoup de réseaux. Et donc si on regarde rapidement le code, il m'a bien embarqué ma dépendance. J'ai mon code source ici. Et je vais pas avoir le temps, mais si j'upload un fichier S3, en fait, on va voir que la lambda va se déclencher parce qu'elle est bien branchée avec mon bucket ici. Donc c'était tout pour cette première démo. Et maintenant, je vais passer la main à Mathieu. Ouais, parce qu'on aime bien le risque, donc on fait 2 démos. Ça, c'est à 2 risques que ça plante. Donc la deuxième démo, petit schéma d'architecture très simple. On va déployer une lambda qui se lance sur un appel d'API Gateway. Donc c'est un appel HTTP qui déclenche le code. Donc moi aussi, j'ai choisi Python. Bon. Donc c'est la deuxième démo ici. Donc mon Python, il est tellement simple que j'ose pas vous le montrer. Vous le verrez, vous aurez la surprise à la fin de ce que ça fait. Donc le fichier serverless.yaml, ça ressemble à celui que vient de vous montrer Vincent. Les petits tags ici seront mutualisés. Certains sont juste pour les lambdas, c'est une petite subtilité, ça s'appelle les tags. Et les stack tags sont sur toutes les ressources créées pour ce déploiement. Ici, j'utilise un petit plugin qui s'appelle Prune, qui va venir en fait supprimer les versions de lambda. Parce qu'à chaque fois que vous déployez une nouvelle version de votre code, en fait, côté AWS, il empile en fait les objets lambda pour garder tout l'historique de tout votre code que vous aviez déployé. Donc là, il dit, là, grâce à ça, je vais en conserver que 3. Les petits patterns pour savoir qu'est-ce qu'il faut inclure dans le package. Et la fonction, que j'ai appelée salut, parce que hello, c'est trop anglais, donc je l'ai appelée salut. Qui dit appelle le fichier main.py, la fonction main dans le fichier handler.py en Python 3.8, et tu te déclencheras sur l'événement de type HTTP API à chaque méthode get sur slash. Vous voyez ici que tout à l'heure Vincent a fait un petit bout de CloudFormation de syntaxe un petit peu bizarre pour créer son bucket dans lequel il met ses fichiers et brancher l'événement bucket. Ici, j'ai même pas besoin de décrire l'API. Je peux aller vous montrer avant de lancer le déploiement. Pour l'instant, on n'a pas d'API Gateway. On est sur le compte de Vincent là. On n'a pas d'API Gateway. Et juste avec le petit bout de code que je viens de vous montrer, ça va créer en fait pour nous l'API Gateway en plus de créer la lambda. Donc ici c'est API deploy, c'est le petit raccourci dans le make, ça fait un SLS deploy sur le sous-répertoire que je viens de vous montrer. Donc ça va venir créer une deuxième stack CloudFormation. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec AWS, je ne sais pas si on l'a dit, mais CloudFormation c'est l'outil d'infra as code dédié à AWS. Donc pareil, ça crée d'abord comme ressource le bucket de déploiement de serverless. C'est là où serverless va stocker un peu sa glue syntaxique pour savoir où il en est entre ce qui doit être déployé et ce qui est déjà déployé. Et pendant que ça se déploie, je vais faire un petit focus sur la magie qui est derrière. Vous vous souvenez dans le schéma de tout à l'heure avec le SLS package et le SLS deploy, au milieu il y avait un fichier d'un template infrastructure as code. En fait, il est là, dans un sous-répertoire .serverless, donc qui est caché un petit peu. On a 2 fichiers qui sont générés. On a le template de create et le template d'update. C'est les 2 étapes que vous a montré Vincent tout à l'heure. Il fait ça en 2 fois. Le template de create, c'est là où il dit tu me crées un bucket dans lequel je vais stocker mon état de mon déploiement. Il se donne les droits de pouvoir faire ses écritures dessus. Donc là, il n'y a rien de spécifique à ma stack. C'est vraiment de la glue technique serverless. Et ici, c'est ma stack à moi, où on va référencer ce bucket
Et surtout, créer le log group pour ma lambda, créer le rôle pour que ma lambda puisse se lancer, dire que l'API a le droit d'appeler ma lambda. Il y a beaucoup de choses à faire normalement, qui sont déjà clés en main ici. Et puis ma lambda, avec ses tags, sa fonction, etc. Sa version. Et ici, du coup, on va, juste parce que j'ai dit que l'événement qui lancerait ma lambda, c'est de type API, en fait, lui, il a dit, ah ok, bah, je vais aller créer cette API. Donc tous les objets et les sous-objets de cette API avec une intégration, ça s'appelle, pour lier la lambda avec l'API. Et donc ici, désormais, si j'ai assez parlé, non, j'ai pas assez parlé, c'est toujours une progress. Donc il y a 11 objets qui ont été créés pour l'occasion. Et voilà, effet démo. Essaye de refresh parce que... Ouais, le clic sur API, ça suffit pas. Ça c'est la console Amazon, ça, il ne faut pas s'inquiéter. Ça finit par s'afficher. Voilà. Donc là j'ai ma lambda. J'ai mon API qui appelle ma lambda avec l'URL. J'ai aussi l'URL ici, en sortie, en output par défaut. Il s'est dit, bah, tu vas peut-être avoir besoin de l'URL de l'API que je viens de créer. En effet, j'en ai besoin. Et ici, je vais pouvoir faire mon curl. Vous allez découvrir ce que fait mon code. Salut à toi, jeune Nantais. Moi, j'ai oublié. C'est chaud, ça, tu fais ça à Rennes. Oh là 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 là. Et heureusement, est-ce que j'ai le temps 6 minutes. Peut-être j'ai le temps de dire jeune breton. Donc ici, je fais quoi? Je fais un CTRL-S. Je refais un make. Il va détecter qu'il y a un changement parce qu'il a son petit bucket de suivi un petit peu quand même de ce qui est déployé, etc. Donc il a détecté qu'il fallait repackager. Il a beaucoup de choses qui existent déjà. Donc il va juste mettre à jour la lambda. Ça va se voir ici dans ce que je vous disais. Il garde un historique des... C'est fou quand même. Il dit qu'il y en a 3 et après il affiche rien. Il garde un historique de chaque version du code que vous avez déployé en dupliquant la lambda en fait. Donc là j'ai ma lambda salut. Et ici j'ai des versions 4 et 5. Et attention, c'est important, il faut que je refasse le curl. Donc là mon API Gateway n'a pas changé d'URL. Et c'est bon, ça marche. Fait des mots. C'est gentil. Merci de votre sollicitude. Je te redonne la main. Donc on a évoqué rapidement le système de plugins, il y en a plein dans Serverless Framework. Il y en a par exemple à l'API de Mathieu, elle avait une URL par défaut d'Amazon, ce qui n'est pas très pratique, donc il y en a un qui va permettre de se lier à des domaines qu'on maîtrise pour avoir une URL un peu plus sympa. Et on vous propose une sélection de ceux qui sont le plus pratiques. Il y a Serverless Offline qui va permettre de tester les lambdas en local, ça c'est assez pratique. Le prune plugin pour faire le ménage dans toutes les versions là, qui traînent aussi si on upload des layers. S'il y en a un autre, on ne l'a pas mis pour gérer des layers de lambda. Donc on va pouvoir gérer ça avec des plugins. Dotanf pour charger des variables d'environnement. Le Python Requirements qu'on a vu pour gérer les requirements Python. Serverless Step Functions, ça marche assez bien pour déployer carrément des Step Functions, donc qui sont les machines à état qui vont utiliser entre autres un ensemble de lambda pour faire des opérations dans AWS. Et puis Serverless Webpack pour faire le packaging de lambda avec Webpack. Bon après, comme tous ces systèmes, il y en a qui sont plus trop maintenus, donc il faut faire gaffe quand on en choisit qu'il le soit encore. Serverless, pourquoi est-ce que c'est bien? Ça nous apporte la gestion du packaging et du versionning des lambda de façon très très simple. On a un descripteur YAML qui est extensible, donc on peut faire, on vous l'a pas montré, de la mutualisation de code, on peut merger des fichiers, on peut découper, il y a un système de variables qui est assez poussé, donc qui est pas mal. On a le support de plusieurs cloud providers.
Un peu de magie. L'histoire des rôles, des log groups, les custom ressources, ça paraît bête, mais c'est le genre de choses où on peut perdre pas mal de temps, surtout quand on débute. Et il y a plein d'extensibilités avec les plugins. Moi, je l'utilise en prod depuis à peu près, je sais pas, 2 ans, et ça marche vraiment bien. Pour du Python, les langages, par contre, les langages compilés, ça va être un peu plus compliqué. Par contre, il y a quelques limites à Serverless Framework. Le support, en fait, on a beaucoup parlé d'AWS, c'est parce qu'en fait, si vous n'êtes pas sur AWS, vous ferez beaucoup moins de choses avec. C'est aussi lié à l'écosystème lambda et en tout cas FAS qui est beaucoup plus développé sur AWS qu'ailleurs. CloudFormation, donc on l'a mis comme limite parce que ça vaut pas Terraform en termes de fonctionnalité, de comportement. Il y a plein de soucis avec. Ouais, je suis pas un grand fan. Et on a mis infra as code. En fait, c'est plus que c'est bien de pouvoir déclarer des ressources directement dans le template YAML, mais en vrai, si vous avez déjà un outil d'infra as code pour gérer ça, donc typiquement Terraform, je vous conseille plutôt de faire un maximum dans Terraform et vraiment de garder Serverless Framework pour le déploiement de vos applications. Avec toute la partie packaging, c'est là que vous aurez vraiment un intérêt pour le faire. Pour aller plus loin, la documentation, il y a plein de choses qu'on ne vous a pas montré, pour voir les événements supportés, la gestion des stages, la syntaxe avancée, etc. Il peut y avoir la version payante, je ne l'ai pas testé, avec les fonctionnalités de monitoring, CI/CD, la gestion des secrets et les plugins. Ils ont ajouté le support de plateformes OSS comme Kubeless, Knative, etc. Pareil à tester, je ne sais pas comment est-ce que ça fonctionne. Et à comparer avec des alternatives comme AWS SAM, qui est son concurrent direct, qui fait en grosso modo exactement la même chose, mais fait par AWS. AWS CDK, qui est un énième outil d'infra as code. Les deux, ils génèrent aussi du CloudFormation, mais qui est un énième outil développé par AWS. Et Apex Up, que j'ai découvert assez récemment. Je vous remercie. J'espère que ça vous a intéressé. Puis on sera disponible après pour des questions. Merci. Et la démo est dispo si vous voulez la récupérer. C'est pas grand chose, mais. Merci pour la présentation. J'aurais une question sur la gestion et le catching des erreurs, des potentiels, tous les problèmes qui peuvent arriver durant l'exécution des fonctions. Comment on les récupère, on les log, durant l'exécution des fonctions, là, c'est pas le serverless framework qui va t'aider, parce que pour le coup, il va gérer le déploiement. Tu peux avoir une erreur lors du déploiement, lorsque tu fais un CLS deploy, tu peux avoir une erreur. Et là, c'est CloudFormation qui va gérer l'erreur parce que tu as du rollback qui va être intégré. Donc typiquement, il va revenir sur la version précédente de ta stack complète, donc sur l'ancienne version du code. Après, la gestion des erreurs dans tes fonctions, ça va beaucoup dépendre de ce que tu fais. Si tu es sur de l'HTTP, tu vas renvoyer un code d'erreur en général. 500, ou alors c'est l'API Gateway, si ça timeout, qui va renvoyer l'erreur pour toi. Si jamais tu es sur des choses synchrones comme ce qu'on a vu avec S3, là il faut que soit que tu catches ça dans ta lambda, ou après que tu puisses envoyer l'événement, par exemple tu n'as pas réussi à traiter, tu vas l'envoyer dans une deadletter queue ou quelque chose comme ça. C'est ce genre de process, mais par contre on va être plutôt sur des pratiques de développement FAS qui ne vont pas être gérées spécifiquement par cet outil. Cet outil, je crois qu'il y a juste un attribut. Tu peux activer la deadletter queue, c'est-à-dire mettre dans une file tous les messages que la lambda n'a pas réussi à traiter. Tout ce que tu peux faire un minimum. On va pas avoir le temps pour d'autres questions. Vous pouvez échanger avec Vincent et Mathieu en dehors. À l'apéro. Merci. Merci.